Parfait, ben on commence. Parce qu'il y a plein de choses sur le feu, donc on va en profiter. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je suis heureux, en tant que président du comité scientifique de Météo à l'école, de pouvoir vous accueillir pour ce webinaire. S'inscrit dans les séries de webinaires qui vont être mis en place cette année pour animer le petit groupe des enseignants présents dans Météo à l'école, mais au-delà. Et on va avoir un riche webinaire avec deux temps. D'abord, une présentation d'activités possibles réalisables par Estelle Rénal du CNES, que je remercie vivement, qui a pris le relais de Daniel, d'Esther, qui est en ligne. Et ça nous fait plaisir dans ce séminaire de remobiliser du Calisphère, ce qui est cher à notre cœur, puisqu'on avait porté avec Daniel et Annie Carassé dans le temps les premiers pas de Calisphère dans un collège en Gironde à l'époque, mais c'est une histoire que les plus vieux d'entre nous seulement se souviennent. Et merci à Fatima aussi de montrer ce qu'elle a réalisé en lien avec quelque chose qui suivra une autre présentation liée à 6 mois à l'école cet après-midi pour la planète Mars, pour ceux qui peuvent, de 16h à 18h. Donc, merci à tous d'être présents, merci à l'ensemble de nos intervenants et Philippe Goulou qui interviendra aussi tout à l'heure et qui a aussi bien œuvré pour Calisphère et les Calitou successifs qui ont permis le développement des activités enseignants. Et puis, merci aux collègues d'être présents et éventuellement tout à l'heure de témoigner aussi de ce qu'ils font avec leurs élèves, avec ces outils-là. Donc, je cède la place, I give you the floor, comme on dit en bon français, à ceux qui vont intervenir tout de suite. Merci beaucoup, Bertrand. Donc, on va commencer tout de suite, comme tu viens de le dire, avec la présentation Calisphère. Donc, je vais juste, hop, 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 hop. Pas me l'enlever. Voilà, c'est parti. Parfait. Ben, merci beaucoup Bertrand. Merci Fatima pour cette invitation à ce webinaire. Moi, je suis vraiment très contente qu'on fasse ça ensemble. Donc, je vais d'abord me présenter. Donc, je m'appelle Estelle Rénal. Je suis ingénieure au CNES depuis presque 10 ans maintenant et je suis ingénieure mécanique à la base et j'ai repris les activités éducatives du CNES concernant l'environnement et le climat. Donc, je m'occupe de deux projets, un plutôt sur l'océan, les eaux continentales et un autre Calisphère que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, page suivante. Page suivante. Donc, un petit tour rapide pour rappeler ce qu'est le CNES. Donc, nous sommes l'Agence spatiale française. On est là pour développer la politique et toutes les activités spatiales de la France. On existe depuis 1961 et on travaille donc avec les ministères, on travaille avec les autres agences spatiales, que ce soit en Europe avec l'ESA ou les coopérations avec la NASA, mais vraiment on a des coopérations avec toutes les autres agences dans le monde. Et on travaille avec les industriels, que ce soit de la région toulousaine, de la France ou même un peu plus éloignés en Europe ou à l'étranger, que ce soit des petites PME ou des grands groupes que vous connaissez comme Thales Alenia Space ou Airbus. Et on travaille avec les laboratoires, comme on le fait dans les projets éducatifs, mais aussi dans les projets scientifiques, où c'est beaucoup là que nous avons la recherche, parce qu'il y a très peu de recherche pure au CNES. Slide suivant. Donc le CNES, c'est 4 centres et environ 2400-2500 salariés. Donc il y a l'administratif, le siège à Paris. Il y a aussi toute l'étude et les ingénieurs qui travaillent sur les lanceurs. Ensuite, on a le port spatial d'où partent donc les fusées Ariane 5, bientôt 6. Donc Soyouz a été suspendu suite au contexte géopolitique. Et Vega, qui est la petite fusée qui envoie les plus petits satellites. Et le CNES à Toulouse, qui est, on va dire, le centre spatial technique, où on a une majorité d'ingénieurs, même si on a beaucoup de fonctions support également qui sont présentes, comme des RH, des juristes, des finances. Mais c'est vraiment là qu'on a les études, les conceptions, les systèmes orbitaux, tout le numérique et l'exploitation système informatique du CNES. Et on a un petit centre sur la Dour pour l'opération des ballons.
Donc, le CNES, c'est 5 grands domaines d'intervention. Donc, un qui s'appelle Ariane avec les lanceurs. Ensuite, on a les sciences. Donc, les sciences, ça peut être de la science fondamentale qui a besoin d'être fait en orbite. Ça peut être l'exploration planétaire, comme quand on va sur Mars, comme quand on prévoit des sondes qui vont plus loin que dans notre système solaire. Et donc qui répondent vraiment à des sciences fondamentales, à de la compréhension de l'univers, la vie sur les autres planètes, les conditions de vie, etc. Ensuite, on a l'observation de la Terre, dont je vais un peu plus parler aujourd'hui, puisque c'est ce qui nous concerne en particulier. Les télécommunications, donc qui sont très utiles dans la plupart des recherches parce qu'on utilise de moins en moins seulement le in situ, mais on utilise énormément la donnée satellitaire et tout simplement la collecte de données par télécommunication. Mais c'est également le sauvetage, les secours et tout ce qui est utile lorsqu'on n'a pas de relais terrestre disponible, donc par exemple au milieu de l'océan. Et la défense, qui est un sujet bon, un peu plus compliqué à vulgariser, car très souvent secret. Mais donc aujourd'hui, on a le commandement de l'espace sur le site du CNES, donc c'est vraiment un sujet d'actualité au niveau du spatial. Donc, page suivante. Et donc au sein du CNES, nous avons un service qui ne fait vraiment que de l'éducation. Donc on est 8 à temps plein à travailler sur le sujet. Et donc, ça fait vraiment partie du contrat d'objectif État-CNES. Et notre mission, c'est de contribuer à attirer les jeunes vers les carrières scientifiques en faisant connaître aux élèves notamment la donnée spatiale, la science qui se fait avec le spatial et tout ce qui gravite autour de cette science et technique spatiale. Donc, on fait de la sensibilisation par des conférences, par des webinaires, par des événements. On fait aussi des projets de classe où on accompagne un peu plus en détail certaines classes et avec des partenaires. On fait des formations, que ce soit des formations un petit peu comme aujourd'hui, sous forme de webinaire, ou carrément qui s'inscrit dans les formations de l'éducation nationale. Et on crée aussi des ressources, alors des ressources qui vont plus ou moins loin, mais certaines complètement avec l'éducation nationale, avec des profs volontaires et avec en lien avec des projets spatiaux ou des projets de recherche scientifique actuels. On travaille aussi avec pardon, j'avais pas fini. Avec des doctorants et postdoctorants et des stagiaires qui sont sur le CNES. Et on a aussi des équipes intégrées d'étudiants qui travaillent sur des projets spatiaux actuels, sur des nanosats, des projets de fusées. Et on a beaucoup de partenaires, donc notamment le ministère de l'Éducation nationale. On travaille aussi avec des académies, avec des associations et puis des partenaires culturels comme des musées, de la presse jeunesse et puis enfin des laboratoires comme le partenariat avec le laboratoire d'optique atmosphérique de Lille, entre autres. Et puis particulièrement aussi avec l'Agence spatiale européenne qui a son bureau France au CNES à Toulouse. Donc, page suivante. Donc, page suivante. Maintenant, je vais parler de généralités sur les satellites et l'observation de la Terre depuis l'espace. Donc, quand on parle de satellite, on ne peut pas parler de satellite tout seul. Donc là, je me permets de refaire un petit contexte. Donc, un satellite, pour rejoindre son orbite, il va utiliser un lanceur, une fusée. Une fois qu'il aura rejoint son orbite, il n'est pas tout seul là-haut. Déjà, rappelez qu'un satellite, c'est ce qu'on appelle une plateforme, là où il y a toutes les servitudes du satellite. Donc, ça va être le logiciel de bord, les panneaux solaires, les batteries, la propulsion, donc tout ce qui va servir à tout simplement l'utilisation du satellite, de l'objet satellite en lui-même. Et puis, il y a ce qu'on va appeler la charge utile. La charge utile, c'est où il va y avoir l'instrument. Donc, ce qui va permettre de réaliser la mission du satellite. Par exemple, dans le cas de l'image satellite, ça va être tout simplement un appareil photo. Dans le cas de mission scientifique, ça peut être un capteur optique, ça peut être un capteur. Voilà, ça va être vraiment ce qui va réaliser la mission. Et donc, cette charge utile, elle va discuter avec le segment sol qu'on va appeler mission, donc les ingénieurs, techniciens, les personnes qui travaillent autour de des bureaux qui sont donc sur Terre et qui vont recevoir les informations, et ensuite les transmettre aux utilisateurs. Donc, les utilisateurs, ça peut être d'autres ingénieurs qui vont traiter ces données pour les rendre accessibles à d'autres.
Ça peut être directement les scientifiques ou ça peut être vous, les enseignants et vos élèves, quand vous utilisez la donnée spatiale qu'on vous met à disposition. Et ensuite, il y a le segment sol qu'on appelle commande contrôle, qui lui va être purement de l'utilisation du satellite et donc qui va permettre les recalages en orbite avec la propulsion, qui va permettre peut-être une nouvelle mise à jour du logiciel de bord s'il y a besoin, qui va vérifier l'état des batteries, qui va déclencher un système redondant si le premier est abîmé, etc. Donc voilà, c'est plus l'utilisation en lui-même. Mais c'est vraiment deux choses séparées qui sont complémentaires, mais ce ne sont pas toujours les mêmes personnes qui travaillent dessus. Donc là, tu peux lancer la vidéo, s'il te plaît. Donc, en fait, l'intérêt du satellite par rapport à toutes les techniques qu'on peut avoir, c'est que ça va apporter une vue globale. La vue globale, elle va être soit dans l'espace, c'est-à-dire que ça va permettre de regarder tout le globe et notamment des zones qui ne sont pas forcément accessibles pour des stations in situ, pour y aller souvent. Donc voilà, ça va permettre vraiment une couverture de la surface terrestre quasiment globale. Et ensuite, c'est aussi une vue globale dans le temps. C'est-à-dire qu'il va y avoir plusieurs revisites. Donc, on va passer plusieurs fois par jour par les pôles, par exemple, ou plusieurs fois par jour sur un même endroit. Et donc, on va avoir des données qui vont s'accumuler. Par exemple, ça peut être par exemple 20 jours de revisite. Donc, tous les 20 jours, on a une donnée à cet endroit-là. Et donc, c'est extrêmement riche comme données. Donc, page suivante. Ici, je vais vous présenter donc deux classes d'orbites qui existent. Donc les satellites défilants en orbite basse, donc LEO, c'est Low Earth Orbit. Donc ça, c'est celle que je viens de vous présenter dans la slide d'avant. Et donc ça va être les satellites d'observation de la Terre très souvent, parce que ça a plusieurs avantages. La première, c'est que c'est pas loin. Une orbite basse, pour commencer, ça va être autour de 400 km. 400 km, si vous le mettez à l'échelle de la France, c'est pas très loin. Et donc, ça permet d'avoir des instruments qui vont pouvoir facilement observer la Terre. Et par exemple, si j'ai une photo, on va pouvoir le faire sans différents zooms, sans système complexe. On n'est pas trop loin, on observe facilement. Et la deuxième chose, c'est qu'on peut envoyer des petits satellites parce que comme c'est pas loin, évidemment, il y a besoin de moins de carburant, donc moins de coûts. Et donc, ça va être plus simple d'accéder à cette orbite-là. Ensuite, je vous en présente une deuxième, même si des orbites basses, il existe beaucoup de systèmes d'orbites que je ne vais pas vous présenter là. Mais donc, dans les orbites beaucoup plus éloignées, donc à environ 36 000 km de la surface terrestre, il y a ce qu'on appelle les satellites géostationnaires. Et donc, ils ont l'avantage de toujours regarder un point précis de la Terre, puisqu'ils ont leur temps de révolution qui est le même que celui de la Terre. Et donc, ça, c'est très pratique puisqu'on regarde toujours le même point. Et à la fois, c'est aussi un inconvénient puisqu'on ne peut pas regarder toute la surface du globe. Et ça, c'est très souvent donc nos satellites de télécommunications ou tout simplement la télé chez nous. Excellent. Donc, dans l'observation de la Terre, on peut le séparer en trois domaines principaux. Donc, il y a l'imagerie. Vous avez peut-être déjà vu des images du satellite Spot qui, à l'époque, était vraiment une révolution de l'observation de l'imagerie et l'imagerie satellitaire. Donc aujourd'hui, on a beaucoup évolué et donc on a le satellite Pléiade qui a à nouveau été une révolution et même les derniers Pléiades le sont toujours avec des résolutions qui sont extrêmement fines, avec lesquelles, avec le traitement, on arrive à faire de la 3D. Enfin bon, ça c'est les belles images que vous pouvez trouver notamment sur la photothèque du CNES. C'est vraiment des appareils photo, tout simplement. Ensuite, il y a l'altimétrie. Alors l'altimétrie, ça permet de mesurer des hauteurs de la surface terrestre et notamment l'eau. Donc c'est ces satellites-là qui nous permettent notamment de voir l'augmentation moyenne des océans, qui sont notamment visibles dans les rapports du GIEC. Et ça, c'est 30 ans de coopération entre la NASA et le CNES. Et justement, ces 30 années sont très importantes parce qu'il y a une continuité de la donnée. Donc encore une fois, la vue globale là prend tout son sens. Et donc 30 ans de données non-stop sur la hauteur des mers. C'est vraiment une donnée très importante qui nous permet notamment d'avoir les conclusions que l'on a aujourd'hui sur le climat. Et ensuite, il y a le sondage atmosphérique. Donc, je te laisse changer de slide, s'il te plaît. Et le sondage atmosphérique, c'est notamment la météo. Donc, c'est vrai que le soir à la télé,
On voit beaucoup des images donc, du visible, c'est-à-dire qu'on voit les nuages, on voit les villes en dessous, si elles sont couvertes ou pas par ces nuages qu'on voit. En fait, la météo, elle est à 90% prévue par sondage atmosphérique. C'est-à-dire, on coupe en tranche l'atmosphère depuis le satellite et on regarde de quoi elle est composée. Et chaque tranche, eh ben, on regarde et on arrive à prédire notamment la météo grâce à ça. Excuse-moi. Oui, ouais. Et donc, on avait un satellite qui permettait ça, qui s'appelait Calypso, alors qui a été arrêté cet été. Hein, la fin de mission de Calypso, c'était le 1er août de cette année. Ce satellite, qui était sur une petite plateforme, était prévu pour 3 ans. Il a fonctionné 17 ans. Donc, c'est une super belle mission qui a vraiment donné de beaux résultats. Et c'était aussi une coopération NASA-CNES. Mais donc, on a aussi Microcarbe qui va sonder, qui va étudier le CO2 à la surface de la Terre, qui va être lancé d'ici 2 ans a priori. On a les YASI-ND qui sont montés sur les satellites météo qui nous donnent de très bonnes informations, et aussi Merlin qui sera lancé et qui lui étudie le méthane. Donc, vous voyez, j'ai donné 2 noms de gaz à effet de serre qui sont extrêmement importants pour le climat et qui donc vont être observés de l'espace par des satellites dont le CNES a participé. Donc maintenant, je vais plus rentrer en détail sur Calisphère. Donc Calisphère est un programme éducatif du CNES qui existe donc depuis 2014. Et donc l'objectif, c'est de permettre l'étude de l'atmosphère et de l'air qui nous entoure, donc soit avec des mesures locales et avec des données satellites. Donc encore une fois, ça c'est une démarche qui existe dans la recherche et qu'on permet et qu'on propose du coup à vous les enseignants et à vos élèves. Et cela va permettre de comprendre l'atmosphère, qui est quand même un système un peu complexe, l'environnement qui nous entoure, et puis tout simplement sensibiliser à cette démarche scientifique, c'est-à-dire on écrit des problématiques, on émet des hypothèses, on essaie d'avoir des arguments pour confirmer ou non nos hypothèses, et puis savoir aussi que des fois on se pose des questions, mais qu'on n'a pas toujours les moyens d'avoir la réponse. Très souvent on pose des questions aux scientifiques et ils disent ça on le sait pas encore. Ou alors on a des éléments, mais on n'en a pas assez pour le confirmer. Et ça permet d'avoir des réflexions qui sont extrêmement intéressantes. Et donc, du coup, ce projet aussi, je le cite rapidement, mais ça s'inscrit dans GLOBE, qui est un programme international d'études de l'environnement qui avait été mis en place par le président Al Gore et qui permet le partage de ressources, de données au niveau européen quand on collabore avec nos proches collègues de GLOBE, mais aussi à l'international. Et donc, 2 grandes thématiques sont proposées aujourd'hui dans Calisphère. Donc, la qualité de l'air avec les études de l'aérosol et du climat, et un autre volet un peu plus de pollution de l'air. Et le deuxième qui est sur la pollution lumineuse, que je vais juste présenter très rapidement aujourd'hui puisque c'est pas notre sujet principal. Et donc, je vais présenter les ressources en détail, mais donc toutes les ressources sont disponibles sur le site enseignant médiateur du CNES, et on a également des lettres d'information où on écrit l'actualité scientifique et les infos et les rendez-vous qu'on vous propose, comme celui-ci aujourd'hui par exemple. Et pour cela, il suffit de s'inscrire. Il n'y a pas d'obligation dans l'inscription. Nous, on adore voir vos projets de classe, on adore le partage, mais il n'y a pas d'obligation. On peut aussi se renseigner, se faire son idée, et puis ensuite, petit à petit, faire un petit peu avec Calisphère, puis petit à petit, beaucoup si on le souhaite. Mais voilà, c'est pour dire que toutes les ressources sont libres d'accès et totalement gratuites. Donc, la pollution lumineuse, rapidement, c'est un programme qui a été lancé cette année. Donc, la démarche proposée, c'est de faire des mesures locales de la brillance la nuit grâce à un capteur qui s'appelle une inox, qui a été développé par la société qui s'appelle Dark Sky Lab, qui est à Toulouse. Mais on peut également aussi prendre ces mesures-là sans les faire soi-même. Partager ces mesures avec des scientifiques qui sont extrêmement demandeurs d'avoir des mesures un peu partout sur le territoire. Et puis, le but, c'est de découvrir qu'est-ce que ce phénomène de pollution lumineuse, mais aussi ça peut être tout simplement comprendre les phénomènes naturels de lumière la nuit, un lever de lune, des étoiles, et ensuite on peut travailler sur toutes les sources artificielles et les comprendre à travers les graphiques.
si tous les soirs à la même heure, on a la brillance qui chute, il faut comprendre que c'est quelque chose qui est programmé par l'homme et qui est donc de l'éclairage public, etc. Et après, on peut travailler aussi sur les études sur l'impact de la météo et donc des aérosols présents dans notre environnement dans la diffusion de ces lumières. Pour cela, on a fait un petit journal qui n'est pas qui est un journal édité une seule fois, hein, mais qui s'appelle le Journal de la nuit éclairée, pour tout simplement découvrir ça et les images satellites qui existent. Et il y a un site internet avec plein de ressources, de vidéos et des tutoriels pour utiliser et post-traiter les données du capteur Ninox avec du Python, du LibreOffice, de l'Excel, voilà. Et donc maintenant, Calisphère, la qualité de l'air. Donc je l'ai déjà dit, donc je veux bien slide suivante. Quand vous aurez les slides, c'est des petits résumés. Dans les ressources qu'on propose en premier, c'est aussi des événements. D'habitude, à l'automne, on se retrouve en présentiel. Cette année, ça n'a pas été possible. On a proposé des rendez-vous en ligne, comme on le fait cet après-midi. Et comme il y en a eu un lundi et comme il y en aura un nouveau le 21 novembre. Et on va essayer d'organiser au plus loin un rendez-vous présentiel. Et rapidement, parce que malheureusement, ça concerne surtout la région toulousaine un peu étendue, parce qu'on a aussi de l'Aquitaine ou de l'Hérault qui vient, mais on a les rencontres météo espace chaque année qui permet donc de présenter entre autres les projets de classe Calisphère. S'il te plaît. Ensuite, donc, on a des ressources documentaires qui sont proposées. Donc, on a des conférences scientifiques à visionner lorsqu'on fait des webinaires ou lorsqu'on a des séminaires. On essaie d'enregistrer pour que vous puissiez, soit vous enseignants pour vous former, soit aussi pour proposer à vos élèves. On a aussi des fiches qui ont été éditées sur les particules. Alors, particules, aérosols sont des synonymes dans la recherche. Je pense que Philippe pourra le confirmer. Et on a aussi une exposition qui avait été créée avec des fiches pollution tu nous pompes l'air, qui est intéressante et qui peut aussi être prêtée en format imprimé par le CNES. Ensuite, on a des ressources sur les nuages et des ressources pour les satellites avec le satellite Calypso dont j'ai parlé, une vidéo sur Calypso et le secret des aérosols, mission climat. Des propositions de campagnes d'observation. Après, il y aura donc les campagnes de mesure. Les campagnes d'observation, par exemple, sur les nuages. Donc, on a des fiches d'activité pour recueillir les observations. Donc, il y en a de différents niveaux. Alors, juste pour prévenir que certaines sont traduites de Globe. Donc, c'est des systèmes éducatifs qui peuvent être un peu différents, qui sont pas exactement les nôtres. Donc, voilà, c'est pas des fiches de l'éducation nationale. C'est à apprendre et à adapter en fonction des programmes, de ce que vous avez envie d'en faire, de votre atelier scientifique, etc. Et donc, il y a des cartes d'identification. Et je vous invite aussi à aller voir les ressources éducatives de Météo France qui sont très intéressantes sur le sujet. Ensuite, il y en a aussi sur la couleur du ciel. Je ne sais pas si Philippe va en parler dans sa présentation, mais il le fait souvent pour montrer le rôle des aérosols dans la couleur et la visibilité. Donc ça, c'est déjà, même pour les plus petits, commencer par sensibiliser à ces aérosols et à l'impact de notre environnement et tout simplement quand on ouvre les yeux à l'extérieur. Et on a des fiches complètes de relevés, d'observation, donc à adapter pour ce que vous avez envie d'en faire, mais qui vous donnent une bonne base. Donc, page suivante. Et donc, il y a les campagnes de mesure avec notamment le Cali2, qui est donc un photomètre solaire qui a été développé exprès pour l'éducatif, qui est un photomètre solaire compact qui permet de faire des mesures assez facilement. Et donc, pour cela, il suffit d'avoir du soleil, un jour dégagé, et ensuite, on a des outils de post-traitement, donc que ça soit sur forme papier pour déjà regarder l'AOT et à quels aérosols cela correspond. Et on a aussi Calinet, qui est donc le réseau
où on peut observer les mesures des autres qualités dans le monde. Donc là, j'ai mis une carte où on voit toutes les mesures des qualités. Donc, on peut aussi étudier les AOT mesurés sans en avoir. Et il faut savoir que le CNES des qualités et les prête gratuitement aux établissements sous forme de contrat de prêt. Donc là, j'ai mis pas mal de ressources, mais le prochain webinaire est dédié à l'utilisation et à la compréhension du Qualitou notamment. Donc, page suivante. Dans le tandem de mesures, il y a aussi les aérosols carbonés basse couche. Donc, c'est la suie, ce qu'on appelle aussi le black carbone. Donc, il y a un équipement qui a été développé par Staneo, qui, pareil, on peut prêter au CNES et qui permet donc ces mesures locales par les élèves. Et donc ça a été développé avec le laboratoire d'aérologie de l'Observatoire Midi-Pyrénées ici à Toulouse. Et il y a aussi des mesures qui peuvent être faites par un système qui a été développé avec des sciences participatives. Il y a un réseau qui s'appelle Luftdaten, donc pour les petites particules PM2,5 et PM10. Slide suivante. Et le dernier, c'est donc une campagne de dioxyde d'azote. Donc là, la campagne est en cours en ce moment. Les établissements viennent de recevoir donc ces tubes passifs qui viennent du laboratoire Gradco au Royaume-Uni. Et donc, il faut exposer ces tubes dans un endroit, étudier la météo, faire des comptages de véhicules, essayer de comprendre l'environnement. Est-ce qu'il y a une usine? Est-ce qu'il y a une route avec des camions, etc. Et ensuite, on peut aussi comparer donc avec le seuil de l'OMS, qui est donc de 10 microgrammes par mètre cube, et aussi avec les autres établissements et les années précédentes, puisque c'est la 3e année que l'on fait cette campagne. Donc voilà, j'ai un peu fait le tour rapidement des ressources qu'on a. J'ai donné les liens, j'ai donné mon contact. Et il y aura donc aussi ce troisième webinaire qui est dédié à l'utilisation du Qualitou. Donc voilà, je me tiens à disposition aussi pour accompagner les projets, vous aider. Et puis, il y a une vraie communauté de profs Qualisphères qui sont aussi là pour aider, on va dire, les nouveaux Qualisphères pour développer des projets. Donc voilà, merci pour votre attention et ravie de répondre aux questions. Merci beaucoup Estelle. On pourra, je pense, mettre à disposition également ton diaporama. De toute façon, on met à disposition évidemment le webinaire, mais également ta présentation. Pas de souci pour ceux qui se sont connectés en cours, il n'y a aucun problème. Vous aurez bien évidemment accès au webinaire. Alors, je me présente rapidement puisque je pense qu'il vaut mieux qu'on enchaîne, Estelle, pour être sûr que Philippe pourra nous rejoindre à 15h. Donc, moi, je suis Fatima Moujdi-Menoge. Je suis professeure à la cellule ressources de sciences à l'école depuis 7 années. Donc, heureuse de faire partie de cette cellule. Et je vais enchaîner avec Fanny Bouvet, qui est technicienne de laboratoire au lycée international de Valbonne, pour vous présenter une activité. Voilà, bonjour Fanny. Pour vous présenter une activité que nous avions réalisée dans le cadre d'un projet européen. Et c'est un exemple en fait de ce que vous pourriez mettre en œuvre à partir de connaissances. Alors je ne sais pas si vous voyez mon... Non. Alors je vais couper ça, le fermer. Je vais me concentrer une petite seconde pour projeter. Hop. Donc là, vous le voyez. C'est parti. Vous le voyez bien? Oui, c'est impec, on le voit bien. Donc, on va commencer par présenter cette activité-là, qui est une modélisation du soulèvement d'aérosols sur Terre et sur Mars. Notre présentation sera suivie par une conférence pour approfondir les connaissances sur les aérosols. Et on vous proposera également ce qu'on appelle un projet d'intention, c'est-à-dire la proposition pour vous de nous partager les thématiques sur lesquelles vous souhaiteriez travailler.
les apports de connaissances que vous souhaitez, qui nous permettront à nous de nous inspirer, de vous proposer de nouveaux webinaires en intégrant ces apports scientifiques que vous souhaitez, les expérimentations que vous envisagez, et là également on se propose de vous accompagner avec des tests sur ces expérimentations, des tutoriels, vous allez le voir, on va vous en présenter. Donc voilà, notre objectif à nous, c'est de déterminer vos besoins et d'y répondre. Et bien sûr, votre nom, prénom, établissement et courriel pour qu'on puisse correspondre avec vous. Alors, on démarre sur l'activité. Donc, l'objectif ici, c'est d'expliciter avec les élèves sur le cycle terminal en enseignement scientifique une réalité complexe à partir de ce qu'ils observent et dans l'actualité et dans leur enseignement. Donc, un réchauffement climatique global qui ne cesse de s'accentuer, plus de 1 degré, un accroissement des gaz à effet de serre avec des données qui peuvent être récupérées, elle vous l'a dit tout à l'heure Estelle, à partir du CNES, des perturbations météorologiques, on le constate en ce moment de plus en plus fréquentes et dévastatrices, et nous allons vraiment nous axer sur les tourbillons de poussière, donc modélisation en fait de soulèvement des aérosols du sol. Cette prise en compte de la complexité, elle impose le croisement bien sûr d'approches de plusieurs disciplines. Donc l'idée, c'est vraiment dans le cadre de l'enseignement scientifique, de pouvoir travailler en SVT, en physique, chimie et en mathématiques. L'activité que nous allons vous proposer donc s'intègre, je vous l'ai dit, en enseignement scientifique, et nous allons aborder un mode de transport des aérosols, expliciter la formation des tourbillons de poussière. Donc, dans quelles conditions physiques est-ce que ces tourbillons se forment, et exploiter, bien sûr, des données, des stations météorologiques via Python. On va comprendre pourquoi est-ce qu'on va utiliser Python. Alors, nous avons choisi de travailler dans un esprit de planétologie comparée, Terre-Mars, parce que sur Mars, ces phénomènes sont très fréquents, de l'ordre d'au moins 1 dust par kilomètre carré chaque jour. Ces dusts ont été non seulement photographiés par par des caméras, des stations différentes, Pathfinder, InSight, et on a pu récupérer également des données des stations météorologiques et sismiques de rovers comme Perseverance, comme InSight. Du coup, nous avons vraiment de la donnée pour pouvoir étudier ces phénomènes, comprendre comment ils se forment et donc pouvoir peut-être les appréhender d'une meilleure façon. Alors voici une petite vidéo d'un tourbillon de poussière qui a été observé sur Mars. Donc ça part de la droite pour que vous puissiez bien le suivre, parce que bien sûr ce sont des phénomènes qui sont extrêmement rapides. Donc de la droite vers la gauche sur votre écran. Donc, je pense que vous devez bien les voir. Ce sont des phénomènes de l'ordre de quelques secondes et qui peuvent atteindre des hauteurs jusqu'à 2 km. Alors bien sûr, il ne s'agit pas de vidéos ici qui ont été prises, mais simplement de photos prises à 4 secondes d'intervalle et assemblées en vidéo par la NASA. Alors sur Terre, ces tourbillons étaient jusque-là particulièrement fréquents dans des régions sèches et poussiéreuses comme l'Arizona, comme l'Outback australien, mais nous observons maintenant de plus en plus ce phénomène dans d'autres régions, comme en France. Je vais vous le montrer dans quelques secondes. Alors, attendez, je vais juste voilà. Vous montrer une vidéo. Donc, ces tourbillons se forment rapidement, par temps sec. Des vents instables qui soulèvent, vous le voyez bien, la poussière rouge, qui est caractéristique dans cette région, et ils tournent sur eux-mêmes, entraînant toujours plus de poussière et toujours plus. C'est assez impressionnant. Donc, quand je vais vous montrer en France, c'est évidemment beaucoup moins impressionnant pour le moment. Alors, donc ça, c'est une photo qui a été prise par Infoclimat, en fait, que vous trouvez sur le site d'Infoclimat, qui a été prise en Lorraine le 8 septembre 2012, et vous voyez bien le dust. Alors, comment se forment ces dusts?
bien évidemment, ce sont dans des régions secs, arides, l'air se réchauffe différemment près de la surface du sol et cette chaleur va se transmettre verticalement par radiation à une couche d'air sec plus froide et va donc subir une poussée d'Archimède et monter vers le haut, entrer en convection. Mais c'est l'arrivée d'un vent horizontalement, on va voir une modélisation, qui va engendrer cette rotation de l'air qui emprisonnera avec elle les poussières présentes sur le sol. Et la hauteur et le diamètre du tourbillon dépendent bien sûr de l'instabilité et de la sécheresse de l'air. Alors, petite modélisation, Fanny, tu prends la parole. Vous m'entendez? Très bien. Voilà, donc la modélisation, donc le challenge, ça a été de recréer un tourbillon en laboratoire, donc de faire quelque chose d'impressionnant quand même. Donc on est parti sur ce que vous a dit Fatima tout à l'heure, sur un différentiel de température. Donc le montage est très simple, nous avons constitué une boîte, une colonne de plexiglas, avec 4 panneaux de plexi. Nous avons mis au fond un microbio qui va être notre source de chaleur, qui va permettre de chauffer le sol. Au-dessus, nous avons mis une grille. Vous allez voir après, nous allons refroidir, en tout cas garantir un air plutôt froid en haut pour avoir une différence de température. Et nous allons essayer de visualiser ce tourbillon grâce à des aérosols que nous allons mettre en suspension. Et donc ça, nous avons pris de la poudre de craie, donc qui est quelque chose de très volatile. Et donc vous allez voir maintenant avec la petite vidéo. Si Fatima, tu peux lancer s'il te plaît. Voilà. Donc la poudre de craie est dans une boîte tampon, hein, et donc on crée un vent latéral avec une seringue. Peut-être tout à l'heure on reviendra sur le montage. Et donc là, on fait une première injection d'aérosol au niveau du microbio. Et on voit que quand il n'y a pas de chaleur au niveau du microbio, les particules de craie vont rester à aller à 15 cm de la source de chaleur. Il ne va pas y avoir de mouvement ascendant. Donc nous allons attendre un petit peu. Là, on vient de mettre du froid au sommet en fait de la colonne de plexiglas pour garantir un différentiel de température. Et nous allons réeffectuer la mise en courant en fait d'aérosol. Donc là, on recrée un vent latéral et on commence à voir se créer ce petit tourbillon. Je ne sais pas si vous voyez bien sur la vidéo, là avec la lampe, on commence à voir le tourbillon. Donc là, on est juste au début. Vous voyez que la résistance du microbio n'est pas totalement chaude. On va la voir rougir et on va remettre en suspension, donc recréer ce vent latéral, donc avec la mise en suspension d'aérosol. Et là, on va bien voir la colonne ascendante. Donc là, on voit la température qui augmente. Nous allons remettre de la poudre de craie. Et on voit tout de suite ce mouvement ascendant et ce mouvement tourbillonnant qui monte dans l'enceinte. Donc, on arrive à voir ces turbulences grâce à la poudre de craie. Voilà, donc dans une deuxième étape, maintenant que nous avons réussi à créer, à visualiser en tout cas ce tourbillon au laboratoire, on a voulu savoir ce qu'engendrait en tout cas au niveau des paramètres physiques, cette différence de température. Donc, nous avons fait un montage, on a mis sur la paroi latérale du plexiglas, au-dessus du microbio, voilà, un capteur de pression avec un montage Arduino. Et donc, ce capteur de pression nous permet d'avoir en même temps un capteur de température. Donc là, on ne va pas mesurer la différence de température, mais bien l'élévation de la température au sol. Et on voit bien que
plus l'élévation de la température au sol, donc le différentiel va être important, plus la pression va baisser, et donc là, on va avoir au sein du tourbillon, ce qui explique le mouvement ascendant des aérosols. Nous vous proposons, si vous voulez refaire ce petit dispositif en classe, on vous a mis à disposition un tutoriel de montage. Donc pour l'Arduino, donc avec une explication pas à pas. Vous pouvez aussi donner ce tutoriel pour les élèves. Nous avons essayé de faire au plus simple, avec toutes les étapes de montage et de programmation. Et l'idée, c'est vraiment de vous mettre à disposition, en fait, l'ensemble de ces montages. Le lien sera donné pour Voilà. visualiser tranquillement ces tutoriels. J'arrête, hein, Fanny, puisqu'on a compris le principe. Vous m'entendez? Oui. Donc, on peut bien, donc, comme vous l'avez vu, donc on a bien démontré le tourbillon de poussière. Et ce que nous avons vu, nous, c'est que ce tourbillon de poussière va être dû à une chute de pression. Donc là, nous n'avons pas vu au sein du tourbillon, du fait que le tourbillon soit modélisé dans un espace clos, la chute de température directement dans l'enceinte, mais on a bien vu la chute de pression. Je sais pas, oui. Vous m'entendez là? Attendez, je remets. Voilà. Je continue, Fanny? Oui, je te laisse la main. Merci. Donc, je poursuis. Donc, vous avez vu cette modélisation. Maintenant, on va chercher à déterminer le moment du passage du dust à partir de l'exploitation de données météorologiques et des données qui ont été prises sur Mars. Alors, pour cela, nous savons qu'un tourbillon de poussière se forme suite à une brusque chute des valeurs de pression et de température, laissant les autres valeurs inchangées et une accélération de la vitesse du vent. Ça, c'est ce que nous savons. Mais nous avons besoin vraiment d'avoir, on va dire, des notions beaucoup plus précises de la valeur de la chute de pression. Pour cela, nous avons étudié la thèse de M. Emmerich Spiga, qui est maître de conférence au laboratoire de météorologie dynamique. Et donc, Emmerich Spiga a travaillé à partir d'un échantillonnage temporel des données de 4 secondes, des données qui ont été fournies par la sonde Pathfinder à l'époque. Et donc, Emmerich Spiga nous précise qu'un tourbillon se forme lorsqu'il y a une dépression de 2,5 pascal et un refroidissement d'environ 5 Kelvin. Donc, un écart, en fait, de 5 Kelvin. Sachant que donc un écart de 1 degré correspond également à un écart d'un degré Celsius correspond à un écart d'un degré Kelvin. Nous recherchons donc une dépression de 2,5 pascal et un refroidissement d'environ 5 degrés, un écart. Il n'avait pas de données sur la vitesse du vent, parce que les capteurs, en fait, qui étaient sur les anémomètres de Pathfinder n'ont pas permis de mesurer l'amplitude du vent à ce moment-là, en tout cas par rapport aux données qu'il avait. Donc, nous avons choisi de travailler sur un seul critère, celui de la chute de pression de 2,5 pascal. Alors, nous avons eu la chance de récupérer des données de la station météo embarquée sur le lander InSight Mars sur 24 heures, qui nous a été donnée donc par Emmerich Spiga. Et nous savons également que lors de cette journée-là, SACE, le sismomètre qui était sur le lander, avait enregistré le passage d'un dust. Mais nous n'avions pas l'heure, en fait, du passage de ce dust. Alors, pour tenter d'observer le passage de ce tourbillon, on a d'abord commencé par tracer le graphe à partir des valeurs de température, pression, vitesse du vent
qui nous ont été donnés. Et comme vous le voyez, ce sont des graphiques qui sont illisibles. Hein. Il y a près de 49 200 valeurs. Donc, nous ne pouvions pas déceler en fait le passage de ce dust. Et c'est pour cela que nous avons utilisé le langage Python, qui lui est capable de gérer de grands volumes de données et de déterminer des moments de passage en lui donnant des écarts de température et de pression pour ses recherches. Alors, je ne sais pas, Rachid, si tu veux enchaîner, si tu es avec Fanny ou si tu veux que je continue. Alors, je vais reprendre. Autoriser. Et voilà. Donc, bonjour à tous. Donc, effectivement, là, j'ai la main ou pas? Non, c'est moi qui ai la main. C'est moi qui ai la main. Bon, alors, en fait, pour déterminer, en fait, on a travaillé sur les données qu'on avait, sur la température, la pression et la vitesse du vent. Donc là, on s'est essentiellement focalisé en fait sur la pression et on a recherché en fait au départ un écart entre deux valeurs d'au moins 0,7 Pascal. Mais on s'est rendu compte que lors de l'implémentation, en fait, on n'arrivait pas à trouver. Du coup, en principe, on était parti là-dessus, mais on a finalement opté pour le choix d'un écart supérieur en fait à 2,5 Pascal, mais sur une plage. Donc, on a déplacé le problème en fait sur la recherche de la plage suffisante pour que ça fonctionne. Et en fonction des résultats obtenus, pour vérifier qu'on avait bien un passage de dust, on a décidé en fait de dessiner le graphe en fait autour de ce moment-là obtenu pour remarquer si ça vérifiait les conditions, à savoir que la pression baissait, la température baissait également et que la vitesse du vent en revanche augmentait. Donc ensuite, la suivante. Voilà. Donc là, c'est le code en fait Python qui est utilisé. Donc ce code-là, en fait, il est au programme, il est du niveau de première spécialité, que ce soit mathématiques ou NSI, puisque les outils utilisés, ce sont des boucles bornées, des affichages. Donc c'est ce qu'on apprend pour les maths entre la seconde et la première, et en NSI en première. Donc c'est juste calculer l'écart en fait sur une plage qui, elle, est glissante en fait sur les données. Il faut imaginer qu'on a obtenu une liste en fait de 49 000 valeurs à peu près, 49 400 données. Et donc, on a travaillé là-dessus. Donc, ce code-là permettait justement de calculer cette plage-là. Sur cette plage-là, alors la diapo suivante, vous pouvez voir donc quelques résultats. Donc, on connaissait l'écart qu'il fallait rechercher à dépasser, qui était 2,5 Pascal. On travaillait sur la liste des pressions. Et par contre, c'était la plage qui nous posait problème, dont on connaissait pas au départ. Donc, on a fait des essais successifs. Pour 8 mesures consécutives, on ne déterminait pas de dust. Pour 11 mesures, on n'en a pas déterminé non plus. Pour 13 non plus. Donc, on a fait pas mal d'essais. Et sur la diapositive suivante, on remarque en fait, pour la plage de 12 mesures successives, on se rendait compte que ça dépassait. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'ensuite, la pression remonte et donc, du coup, ça nous sort de notre écart. Donc là, nous avons pu remarquer que le moment pour lequel ce passage était déterminé était 13h10 et 58 secondes. Alors, le rang, c'était pour justement parcourir en fait les valeurs. Et donc, on obtenait bien une chute d'au moins 2,5 Pascal. Et sur la diapo suivante, en fait, on faisait tracer justement le graphique de la pression, de la température, pour constater justement d'abord une chute de pression, suivie par une chute de température. Et sur le graphique, le dernier, le vent, on remarque en fait, on a une accélération du vent. Donc, finalement, ça a confirmé que c'était bien un dust qu'on avait obtenu, du moins son passage. Et qui correspondait en fait à ce qui avait été enregistré sur le sismomètre. Donc, on a été... on a retrouvé cette valeur. Alors, je vais peut-être reprendre la main maintenant, si vous m'entendez toujours bien. Fatima? Oui, très clair. Donc, on va enchaîner sur le fameux projet d'intention. Donc, ce qu'on vous propose dans les semaines à venir, c'est d'aller sur ce lien. Donc, vous pouvez y aller soit directement par le lien, soit en scannant en fait le QR code, et de nous informer de la thématique que vous avez envie de travailler.
et avec Callisphere, avec Estelle, on pourra répondre en fait à vos souhaits d'apport de connaissances, d'expérimentation envisagée. Ce que nous souhaitions aussi vous mettre à disposition, c'est un pas à pas, donc pour les enseignants qui veulent vraiment se lancer sur l'utilisation de Python, que ce soit en géologie ou en biologie d'ailleurs. Et Estelle, tu me disais également que vous aviez des tutoriels qui pouvaient accompagner les enseignants. Donc juste pour vous montrer comment ça fonctionne, voilà, en fait le lien il vous emmène sur ce mur collaboratif et il suffit de prendre un petit post-it, d'y inscrire la thématique sur laquelle vous souhaitez travailler, les informations voilà, que nous vous demandons et que vous le postiez. Et en fait, ce mur collaboratif sera un lien qui nous unira, on va dire, dans le temps, pour pouvoir répondre à ce que vous aimeriez voir comme webinaire pour les suivants. Voilà, je ne sais pas si entre-temps Philippe nous a rejoint. Oui. Ah, génial. Un enchaînement parfait quand même. Hein. Donc Philippe, je vais te donner la main. Hop. Je te cherche. Hop. Voilà. Normalement, tu as la main. Et nous voyons la présentation. Bonjour à tous. Désolé d'arriver seulement maintenant. J'avais une autre visio juste avant et j'irai manger à l'heure du goûter. Donc j'ai préparé quelques transparents pour le titre de la présentation. Je vais parler des aérosols, vous n'êtes pas surpris. Les aérosols atmosphériques sont responsables de plein de processus dans le système climatique et en particulier sur des effets radiatifs. Et j'aime bien commencer cette présentation par cette photographie et cette question sur pourquoi finalement le ciel observé sur ce superbe site du Pic du Midi avait cette coloration ce jour-là. Donc c'était en juin cette année. Suspense. Alors, donc ces aérosols, donc ce sont des petites particules atmosphériques. Donc je sais que j'ai reconnu certains visages, donc je sais que certains d'entre vous ont déjà assisté à certaines de mes présentations, mais pour les autres, donc ce tour des aérosols, donc des petites particules, très petites particules, ultra fines, mais des grands impacts. Donc c'est un peu ce qu'on va essayer de voir ensemble aujourd'hui. S'agissant de l'atmosphère, je me devais de rappeler quelques petites choses juste avant, puisque quand on parle de l'atmosphère ou des particules aérosols, il y en a possiblement partout. Et donc sur cette coupe atmosphérique que nous donne un lidar, c'est un instrument qui sonde l'atmosphère depuis le sol ou l'espace. Donc sur l'axe des X, c'est le temps en jours du mois de mai de cette année. Sur l'axe des Y, c'est l'altitude en mètres. Donc ça va jusqu'à environ 20 000 mètres ici. Et c'est une observation qui a été faite à Lille. On peut voir donc plus c'est rouge, plus l'atmosphère est dense en particules. Et quand c'est bleu, c'est qu'il n'y en a pas. Ou que l'instrument n'a pas été capable de les voir. Donc quand on part de tout en bas, j'espère que vous voyez un petit peu le pointeur. Donc là, on va parler de la surface, donc là où on est, là où on respire. Donc on parlera de qualité de l'air. Et puis ça, c'est vraiment quelque chose qui donc dans la couche limite, qui influence ce qui se passe au niveau de la surface. Mais vous voyez bien que le développement vertical de l'atmosphère, de la troposphère et au-delà, ici il n'y a pas vraiment de perturbation dans la stratosphère. Ce développement vertical, il est important et sur cette illustration, on voit que sur cette période et pendant de longs mois, nous avons une troposphère qu'on appelle troposphère libre et qui n'était plus libre du tout et qui était très chargée en particules aérosols.
Donc voilà, donc les aspects qualité de l'air, c'est à la surface, et dès qu'on s'intéresse à d'autres questions importantes également, comme des questions de l'impact sur le climat, c'est donc ce qui se passe surtout dans la troposphère et éventuellement la stratosphère, comme c'est le cas en ce moment, n'est plus tout à fait sans particules. Donc pour les échelles, puisque on a des problématiques à plusieurs échelles et des observations à plusieurs échelles et des modélisations à plusieurs échelles. Sur la gauche, vous voyez les dimensions d'une particule qui n'est pas très grosse, plutôt classée dans les particules très fines. Et puis vous avez le système terrestre qu'on a l'ambition d'étudier, de modéliser à l'aide d'outils que la recherche développe. Donc vous voyez sur cette image à droite une cartographie des aérosols qui est bien sûr réalisée à l'aide de satellites, avec le même code de couleur. Quand c'est bleu, c'est qu'il n'y a pas grand-chose, et quand c'est rouge, c'est que c'est vraiment beaucoup plus chargé en particules. Je préciserai les grandeurs un petit peu plus tard. Alors ces particules, elles viennent de différentes origines. Elles sont naturelles, elles peuvent venir des déserts ou des océans. Elles peuvent aussi être pas du tout naturelles. Donc c'est une animation qui est un film que j'aime bien présenter sur... donc c'est en boucle, c'est une période assez courte qui est répétée, qui vous montre les sources, et c'est une modélisation, je répète, qui vous montre les sources qui se transportent dans l'atmosphère et qui suivent donc les grands courants atmosphériques et qui voyagent, donc qui peuvent voyager très loin, et donc avec un code couleur que vous pouvez voir en bas qui nous permet de visualiser un petit peu ce qui se passe. Alors ça, comme c'est une modélisation, il n'y a pas du tout de nuages. Là, il y a juste une atmosphère aérosol. Et vous comprenez maintenant que qu'en réalité, on a beaucoup de nuages dans l'atmosphère, et que les scientifiques qui ont la prétention d'étudier les aérosols, ils doivent viser entre les nuages la plupart du temps, ou être patients pour détecter et dire des choses sur ces particules, que ce soit depuis satellite ou depuis le sol. Alors des manifestations. Alors sur quatre images ici, les manifestations, l'exemple de manifestations visuelles des aérosols qui sont ici très contrastées dans différentes régions du globe, un peu extrêmes. Ça va de l'Afrique jusqu'aux régions polaires, en passant par une grande capitale d'Asie. Comme ma première image, on voit que la couleur, en fait, elle nous renseigne la couleur du ciel, pour le dire simplement. Elle nous renseigne sur quand on l'exploite quantitativement, et même finalement assez qualitativement, avec un peu d'habitude, on peut quand même dire des choses sur l'atmosphère. C'est mieux de le faire avec un instrument. Alors ces sources que nous avons vues être émises et transportées dans l'animation précédente, alors je le disais, elles sont il y a deux grandes catégories, les sources d'origine naturelle, les particules d'origine naturelle. Et j'ai mis en rouge, et puis les sources d'origine anthropique ou anthropogénique, j'ai mis en rouge les masses correspondantes, ou qu'on appelle ça aussi les flux annuels, donc qui sont émis dans l'atmosphère, qui sont injectés dans l'atmosphère. Donc c'est de l'ordre de 3 milliards de tonnes par an pour les particules d'origine naturelle, qui sont de très loin, vous voyez, majoritaires, en tout cas en masse. Et puis pratiquement 10 fois moins, à peine, j'ai un peu arrondi, milliards de tonnes par an pour les particules qui ne sont pas naturelles. Donc vous voyez ici les photographies qui sont issues de microscopie électronique. Donc ces particules sont, on le voit, très diverses. Elles sont très variables dans le temps et l'espace, donc on voyait sur l'animation précédemment. Et elles ont une durée de vie courte dans l'atmosphère, contrairement à certaines espèces gazeuses dont je parlerai rapidement juste après, que sont les gaz à effet de serre, qui eux ont une durée de vie beaucoup plus longue. Donc c'est une composante de l'atmosphère qu'on appelle mineure. Il y a peu d'aérosols en masse, même si ces valeurs indiquées ici paraissent grandes, mais en pourcentage de l'atmosphère, c'est vraiment un composant mineur, l'aérosol, mais composant mineur, mais finalement les gaz à effet de serre sont aussi à des concentrations relativement limitées, mais cependant leurs effets radiatifs, en l'occurrence, sont très importants.
Alors, je vais commencer par la surface, et puis on prendra l'attitude au fur et à mesure. Donc, par ces impacts qu'ont ces particules, leur influence qu'elles ont sur la qualité de l'air que vous respirez. Donc, environ 12 mètres cubes d'air par jour sont donc inhalés par nous. Et pendant qu'on inhale cet air, donc on respire un certain nombre de particules. Alors la nature nous a bien fait puisqu'elle nous a développé avec un certain nombre de filtres naturels. Cela étant, ces filtres naturels nous permettent d'arrêter que les plus grosses de ces particules, c'est-à-dire les particules naturelles. Et les plus fines et celles qu'on a construites ou qu'on injecte dans l'atmosphère, elles sont beaucoup plus difficilement filtrées ou elles le sont pas par des mécanismes naturels du corps humain. Donc, qu'est-ce qu'on respire? Donc, à 50%, en gros, on peut faire ce pourcentage-là à 50%, ce qui respirait à un endroit où ce qui est présent au niveau de la surface et même au-dessus, à un endroit donné. Donc, ce qui est émis, soit de manière primaire par des mécanismes de combustion ou par des mécanismes purement mécaniques, comme le soulèvement des poussières désertiques qui étaient évoquées juste avant sur les régions désertiques, ou créé. Donc, c'est un gaz qui se crée par un processus chimique, donc qui est initialement un gaz et qui se transforme donc en particules. C'est environ 50%. L'autre, donc de manière locale. Et l'autre 50% de ce que vous pouvez avoir autour de vous vient du voisinage. Alors ce voisinage, ça peut être proche, régional, ou beaucoup plus lointain, comme on a vu sur cette animation encore, avec un transport qui peut faire le tour du globe et finir par rentrer dans la couche limite, toucher la surface et vous allez le respirer. Donc on parle aussi de la distribution. On a besoin de les caractériser, ces particules, et il y a différentes grandeurs qu'on cherche, nous physiciens et chimistes, à mesurer. Alors, leur concentration, qu'on peut voir ici pour quelques grands types d'atmosphères, de urbains jusqu'à Antarctique, avec des concentrations massiques ou des concentrations en nombre. Il y a les deux possibilités. Qui sont données dans ce petit tableau. C'est une information intéressante. Ce qui est encore plus intéressant, c'est leur distribution en taille, c'est-à-dire quel est le poids des plus petites, des ultra fines par rapport aux très grosses. Donc c'est ce qu'on peut voir sur ce petit schéma ici, et c'est ce genre d'information que nous cherchons, puisque les fines ou les grosses particules n'ont pas les mêmes effets, que ce soit sur la qualité, sur les filtres du corps humain, ou bien sur le rayonnement solaire ou infrarouge. Donc c'est ce qu'on appelle les PM, que vous connaissez probablement, qu'on peut encore découper en en 4 ici. Donc les PM10 qui correspondent à la masse de particules dans 1 mètre cube d'air, qui ont un diamètre donc inférieur à 10 micromètres, ou bien des PM2,5, ou bien jusqu'aux plus fines. Et donc on comprend que selon leur dimension, c'est ce que je disais rapidement tout à l'heure, bien ça va pouvoir être arrêté ou pas par les filtres naturels, et du coup affecter le fonctionnement du corps humain. Donc ça, c'est ce qui contribue à la qualité de l'air. Les particules sont un des éléments qui définissent la qualité de l'air, mais ce n'est pas le seul. Il y a bien sûr d'autres éléments comme certains gaz. Voilà, donc c'est clair que ça a un impact sur la santé humaine. Alors, c'est une première partie. Cette seconde partie qui concerne les impacts des aérosols sur le climat. J'évoquais tout à l'heure les gaz à effet de serre qui sont naturellement présents dans l'atmosphère terrestre depuis longtemps, avec une variation au cours du temps, certes, à différentes échelles, mais voilà, il se trouve que depuis le début de l'ère industrielle, on a augmenté la présence de certains gaz à effet de serre. Donc on sait aujourd'hui que cette activité humaine a modifié entraîne une évolution de la température moyenne, entre autres, ce qui n'est qu'un indicateur du climat, mais c'est un des premiers qu'on peut voir ici en fonction du temps. Alors c'est un vieux graphique, mais j'aime bien le présenter
parce que finalement, ce qu'il dit est toujours d'actualité, sauf qu'on s'arrête en 1990. Alors, ce graphique présente quoi? Il présente l'évolution de la température telle que modélisée en imaginant, en modélisant la Terre comme une planète avec une atmosphère qui ne contiendrait que des gaz à effet de serre. Donc c'est cette évolution de la température qu'on verrait avec ce graphique, cette courbe en magenta pointillé. Belle observation, elle correspond plutôt sur cette même période aux valeurs à la ligne rouge ici. Donc on voit que ça colle pas sur les plus récentes dates. Par contre, si le modèle est un petit peu compliqué en ajoutant des aérosols, et en particulier des aérosols de sulfate, donc des aérosols qui peuvent venir de la pollution industrielle, eh bien vous voyez que c'est la courbe en rouge ici qu'on est plus proche de l'observation. On est beaucoup plus proche de l'observation. Donc c'est pour indiquer l'importance au niveau climatique de ces particules. Ici, c'est un exemple avec des aérosols qu'on appelle sulfatés. Donc les gaz à effet de serre sont évidemment pas les seuls acteurs. Les aérosols sont mineurs, mais ont un effet du climat, comme on le montre ici. Évidemment un petit peu plus compliqué que ça. Il n'y a pas que des aérosols. Je vous ai montré juste avant la richesse, la diversité, la complexité de ces petites particules qui interagissent au sein de l'atmosphère, qui interagissent avec les surfaces enneigées, et puis avec la biosphère, avec un certain nombre de cycles. Il y a plein de cycles géo- ou biochimiques, et puis il y a le cycle de l'eau, qui est quand même le plus connu. Et alors, je termine ce slide en indiquant que beaucoup de recherches indiquent que ces aérosols d'origine anthropique, en fait, masquent en partie le réchauffement climatique. Je reviendrai là-dessus un petit peu plus loin. Et dans quelle mesure, en fait, il le masque, et c'est un peu les questions auxquelles on cherche encore à répondre. Alors, c'est donc de quelle façon ces aérosols influencent, alors que ce soit naturel ou anthropique, influencent le climat. Il y a plusieurs façons. C'est assez compliqué et je n'ai évidemment pas le temps de rentrer dans le détail. J'ai donné juste les grandes lignes. La première façon, c'est une façon assez directe, c'est à travers leurs interactions avec le rayonnement, avec la source d'énergie, donc climatique, avec le rayonnement solaire. Donc, qui renvoie une partie de cette énergie solaire vers l'espace, donc ce qui n'arrive pas et qui repart est un manque pour ce qui est en dessous, et donc va conduire à un refroidissement de l'atmosphère qui est en dessous et donc de la surface. À l'inverse, vous avez des particules qu'on a vues tout à l'heure microscopiques qui sont beaucoup plus sombres et qui vont, elles, absorber le rayonnement solaire ou une partie. Et donc, elles vont avoir un effet opposé. Donc, la grande question, c'est quelle est la proportion de chacune de ces types de particules, celles qui réfléchissent davantage ou qui diffusent plutôt davantage et celles qui vont absorber davantage. C'est vraiment un peu là que sont les difficultés. Ensuite, ces particules, donc là, ça c'était l'effet assez direct. Notre effet plus subtil, c'est que ces particules, elles agissent comme noyaux de condensation, et donc les molécules de vapeur d'eau peuvent se projeter très bien sur certaines, pas du tout sur d'autres particules, et donc être à l'origine de la formation des nuages. Donc là, il y a l'interaction entre l'aérosol et la vapeur d'eau et les nuages qui va aussi selon l'altitude à laquelle ces nuages se forment, peuvent donc jouer un rôle de réflecteur, donc refroidir, ou un rôle d'effet de serre et plutôt conduire à un échauffement. Donc les choses sont assez complexes en fait. Donc ça, c'est un transparent qui résume finalement ce que je viens de vous dire, avec, imaginons ici une couche de particules qui peut être de la poussière d'origine désertique qu'on appelle dust ici, et qui était présenté juste avant, black carbon, ou des particules de sulfate que j'évoquais aussi juste avant, et qui résument bien que certaines vont plutôt réfléchir ou gros diffuser vers l'espace, donc ça sera un manque pour la surface, d'autres vont absorber et vont donc conduire à un réchauffement, etc. Et puis les dusts sont un petit peu entre les deux. Voilà. Et ce
qui compte en fait justement un des paramètres que nous chercheurs on a du mal à atteindre, c'est finalement cette information sur la quantité, sur l'absorption des aérosols. Alors combien il y en a, où ils sont en avance, quel est leur niveau d'absorption par une mesure au sol tout à fait in situ. Ce sont des choses qu'on arrive à faire. Le faire à distance, c'est pas encore quelque chose de très facile. En tout cas, ça se fait, mais avec des barres d'erreur ou des incertitudes qui sont voilà, qu'il faut encore réduire. Alors, une première illustration d'effet climatique, hein, donc ça sous-entend quand même à une échelle spatiale et à une échelle de temps assez suffisamment grande. Donc, j'en ai mis deux ici, enfin une surtout. La première, c'est un refroidissement qui fait suite à une éruption volcanique. Alors, dans l'histoire de la Terre, il y a eu plein d'éruptions volcaniques. On les a pas toutes documentées. On ne pourra pas toutes les documenter. Celle-ci, c'est une des plus récentes. Même si elle date de 1991 et qui a impacté l'ensemble du globe. Donc on a à gauche ici, on a une série temporelle depuis les années 1860. Chaque pic, alors ce qui est présenté en Y, c'est une quantité qu'on appelle l'épaisseur optique en particules. On reviendra là-dessus un petit peu plus tard. En gros, c'est une quantité qui vous dit s'il y a plus ou moins de particules. Et là, c'est une quantité qui dit ce qui se passe dans la stratosphère, dans la couche qui est au-dessus de 10 ou 12 km. Donc on voit à certains moments, certains pics qui correspondent à des éruptions volcaniques. Donc celle dont on donne quelques résultats après, c'est la toute dernière à cette échelle qui date de 1991. Donc pouf, une émission volcanique avec beaucoup de SO2 donc émis qui se transforment en micro-gouttelettes qui forment des aérosols assez haut dans l'atmosphère, et ça reste dans la stratosphère assez longtemps, quand même, quelques années. Ça se répartit très vite sur l'ensemble du globe et ça conduit à un refroidissement qu'on observe. Ça résulte à la fois, c'est un graphique qui présente l'observation et la tentative de modélisation qui est pas si mal, qui a été faite, de la variation de température qui est de l'ordre de moins 0,5 degrés sur 3-4 ans, comme vous pouvez le voir ici, avec un retour progressif. Donc là, c'est un effet climatique par l'intermédiaire d'un refroidissement. Alors, vous savez aussi que le réchauffement climatique produit des effets produit de la sécheresse, produit aussi des inondations, mais il produit de la sécheresse et ça contribue à augmenter la fréquence et l'intensité des feux de forêt. Et ça, alors c'est pas le dernier, mais c'est celui de 2020 qui était aux USA, sur la côte ouest. Donc on peut voir ces animations qui vous montrent ces panaches très larges, quand même très étendus spatialement de fumée, hein, qu'on appelle smoke en anglais, qui sont émis. On voit même les feux et qui sont transportés par ces courants atmosphériques qu'on voyait encore sur l'animation, qui vont rejoindre l'Europe, et pour certains vont faire 1 ou 2 fois ou 3 fois le tour de la Terre. Donc ça reste quelques jours, quelques semaines dans l'atmosphère avant de disparaître et de retomber ou se transformer. Et ces particules de smog, à l'opposé des précédentes volcaniques, sont des particules absorbantes et qui vont donc absorber le rayonnement solaire. J'expliquais ça avant, et cette absorption va restituer après de l'énergie thermique dans l'atmosphère, va modifier les profils de température atmosphérique. Donc vous voyez les impacts que ça peut produire à l'échelle à laquelle ces panaches vont se distribuer. Alors j'ai un dernier point ici qui permet d'évoquer la géo-ingénierie, qui est une idée pour compenser le réchauffement climatique, enfin une idée pas forcément une bonne idée, qui est, comme on suit cet exemple ici d'aérosol volcanique, qui serait d'injecter des particules diffusantes dans la haute atmosphère pour refroidir, alors qu'il fait de plus en plus chaud en bas. Voilà, donc il y a un certain nombre d'idées comme ça qui circulent, certaines sont testées, c'est pas seulement pour l'atmosphère, c'est aussi pour les océans. Il y a il y a un monde qu'on appelle la géo-ingénierie. Alors l'impact des aérosols je voulais ajouter ce transparent aussi plein d'impacts, hein.
sur notre environnement, donc sur les écosystèmes. Alors en commençant par la production primaire, donc c'est-à-dire sur les continents la végétation, sur les océans c'est aussi la végétation, mais c'est le phytoplancton qui vit à la surface grâce à la lumière. Parce que quand vous augmentez la quantité de particules dans l'atmosphère, toutes choses égales par ailleurs, vous réduisez le rayonnement solaire disponible à la surface. Et donc, la photosynthèse a moins d'énergie pour se faire. Donc, ça conduit à une réduction de la photosynthèse, premier impact. Mais d'un autre côté, on a constaté que le rayonnement solaire qui est diffusé, il y a le direct, celui que vous prenez dans la figure quand vous le regardez, puis il y a celui qui vient de toutes les directions, donc c'est le rayonnement diffus. Lui, il augmente quand l'épaisseur, quand la quantité de particules augmente dans l'atmosphère, et donc la photosynthèse augmente. Donc en réalité, il y a les deux effets. Et il se trouve que on pense que le bilan net, c'est plutôt quand même d'augmenter un petit peu la photosynthèse. Donc les aérosols augmentent un peu, par leur présence et leurs effets purement radiatifs augmentent un petit peu la photosynthèse. Donc la végétation se comportera un petit peu comme ça, à la suite de ça, comme un puits de carbone supplémentaire. Tant mieux. C'est aussi parce que toutes ces particules, elles retombent, on les voit voyager, elles retombent, elles sont source de nutriments, il y a beaucoup de choses positives, on parle beaucoup des aérosols anthropiques, mais il y a aussi la nature qui fait bien les choses, donc les retombées des poussières sahariennes, par exemple en Amazonie, ou bien avant d'arriver en Amazonie sur l'océan Atlantique, donc ça fertilise avec des minéraux, avec du fer aussi, donc le milieu de surface, l'océan superficiel, et ça profite au phytoplancton, par exemple. Et puis voilà, pareil pour les particules de smog qui, en retombant, font un peu fertilisant. Donc ça, c'est des aspects très positifs. Alors un aspect très négatif, c'est ces particules de SO2, ce SO2 qui se transforme en gouttelettes juste après. Ça, quand ça retombe, ça acidifie, et c'est ce qu'on a appelé les pluies acides. Donc ça, c'est pas un effet très positif. Puis il y a toute la partie, pour être encore plus dans la chimie, avec un peu de radiatif aussi, donc les effets des rayonnements ultraviolets qui vont être augmentés ou diminués selon la quantité d'aérosols, qui vont jouer sur la photolyse et jouer sur la production d'ozone. Alors quand c'est dans les basses couches, dans la couche limite, bon, c'est l'ozone toxique pour l'homme, et aussi évidemment dans l'ozone stratosphérique si des particules étaient amenées à parvenir à ces hautes altitudes où l'ozone est fabriqué. Donc là, les aérosols volcaniques, par exemple, mais aussi, c'est beaucoup plus fréquent maintenant, des particules de smog qui parviennent, à cause de l'intensité des feux en surface, de leur de leur intensité, parviennent à s'élever assez haut, à entrer dans la stratosphère. Donc ça, c'est des phénomènes qu'on observe depuis quelques années. Donc ça finit par atteindre les couches d'altitude, les couches atmosphériques d'altitude où se trouve l'ozone, et ça l'impacte. Donc ces impacts jouent sur l'état. Donc l'état, à la fois l'état et le fonctionnement de ces écosystèmes sont influencés par les aérosols, et donc influencent le climat. Les aérosols et la météo, alors on sait, c'est le cycle de l'eau, puisque ce sont des particules indispensables pour la fabrication des gouttelettes ou des cristaux de nuages, qui se condensent un peu plus tard, si c'est possible, pour former des nuages précipitants. Et j'aime bien montrer ce résultat qui vient de l'exploitation d'une mission spatiale, qui présente, cette figure présente le rayon des gouttelettes d'eau au sommet des nuages. Voilà, parce que c'est possible de faire ça depuis l'espace. Et avec l'échelle de couleur, vous avez les dimensions des gouttelettes de 5 microns à 15 microns. Donc c'est des gouttelettes nuageuses, c'est plus gros c'est aussi gros que les plus gros aérosols. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que quand on est au-dessus des continents, eh bien on a les gouttelettes nuageuses qui sont les plus petites. Alors qu'au-dessus des zones océaniques, et a fortiori dans l'hémisphère sud, là on a plutôt des grosses gouttelettes au sommet des nuages. Alors ça, c'est un résultat intéressant.
Et comment on explique? Parce que les principaux polluants sont présents au-dessus des continents, ils viennent des continents. Donc on voit, en fait, c'est une traduction, c'est une preuve en quelque sorte de l'impact, d'un des impacts des particules sur les propriétés des nuages. Et si on va encore plus loin dans l'analyse, ici, on montre que les particules qui sont en fait, pour une même quantité de vapeur d'eau présente dans l'atmosphère, si cette atmosphère contient plus d'aérosols, donc on va former des gouttelettes qui vont être plus petites. Ces gouttelettes plus petites peuvent conduire à des nuages, évidemment, mais ces nuages vont persister plus longtemps dans l'atmosphère. Et les nuages qui auraient pu, si les particules étaient plus grosses, donner lieu à des précipitations, seront moins fréquents. Donc c'est un impact sur les nuages précipitants qui a été montré dans certaines régions du globe fortement polluées. Donc un impact sur le cycle de l'eau, qui est quand même quelque chose d'important. Alors pour arriver à tous ces résultats, dont je ne vous en montre que quelques-uns, il faut faire de la recherche, et la recherche a besoin d'outils et d'outils de surveillance. Donc les scientifiques étudient tous ces objets, en particulier les aérosols, à l'aide de plein d'outils, donc des satellites, ça peut être des ballons sondes, c'est des stations de surveillance au sol ou qui sont plus ou moins automatisées, qui collectent des données et qui permettent, quand c'est fait régulièrement, de suivre l'évolution de ce composant atmosphérique. Alors, c'est une observation à multiples échelles. Ça va donc de l'observation spatiale qu'on retrouve ici, avec une projection un peu différente, à l'observation faite depuis le sol, à l'aide de différents types d'instruments. Donc moi je suis plutôt un spécialiste de la télédétection, donc le satellite c'est une caméra plus ou moins sophistiquée qui est en orbite, donc on regarde ce qui se passe à distance, on déduit beaucoup de choses par télédétection, on peut le faire aussi depuis le sol. On peut être capable de mesurer des informations, de déduire des informations qui sont relatives à la colonne d'atmosphère, ou qui sont plus subtiles encore et qui permettent de préciser, comme la toute première radiographie atmosphérique que j'ai montrée tout à l'heure, où se situent les objets qui nous intéressent, que ce soit des gaz ou des aérosols ou des nuages dans l'atmosphère, ce qui est un peu le cas ici. Et puis vous avez aussi la mesure in situ qui se fait au sol, mais pour le sol et au niveau du sol, c'est allié directement à la qualité de l'air pour ce qui est des particules et des gaz. Alors, comment est-ce qu'on peut mesurer sans trop de difficultés avec une incertitude qui est pas si importante, donc une précision qui est plutôt bonne, depuis le sol, quelque chose qui nous dit si on a beaucoup d'aérosols et est-ce qu'on peut en dire plus. Donc l'idée ici, c'est de mesurer la transmission de l'atmosphère. Comment on mesure la transmission? On a une source de lumière qui est le soleil ou la lune, la nuit, mais c'est un peu plus délicat, mais ça se fait. On connaît la valeur de l'éclairement solaire que vous pouvez voir ici, à gauche, au sommet de l'atmosphère, et puis on la mesure en bas de l'atmosphère, au sol, là où on se trouve, avec un instrument. On peut voir ici un photomètre qui est installé sur le pic du Midi, version automatique. Donc, voilà, je rentre pas dans le détail. On mesure la transmission atmosphérique, et cette transmission atmosphérique, elle est directement dépendante de la quantité de particules, de l'épaisseur optique que je mentionnais tout à l'heure. Alors, tout à l'heure, je vous ai présenté ces écosystèmes un peu contrastés, donc on les retrouve ici, et j'ai indiqué les niveaux d'épaisseur optique qu'on associe à ces situations un petit peu extrêmes. Donc ça peut aller jusqu'à 7, avec évidemment la limite étant liée à l'instrument, hein, pas à la nature, parce que la nature, vous fabriquez des atmosphères avec des épaisseurs optiques en aérosol supérieures à 7, hein, ça c'est pas tout à fait possible. Après, c'est la capacité instrumentale à la mesurer qui limite, donc entre 1 et 7 pour la figure ici en haut à gauche, pour une situation de soulèvement d'aérosols désertiques extrêmement intense, à pas grand chose, mais quelque chose quand même, 0,03 pour une région polaire
dans l'Antarctique. Alors, cette épaisseur optique varie. Pourquoi elle varie? Alors, j'en parle parce que il est question de Callitou un peu plus tard. Et donc, elle varie. Qu'est-ce que ça veut dire qu'une épaisseur optique varie? Elle varie parce que la concentration en particules varie, et elle varie puisque elle varie en fonction de la longueur d'onde, puisque c'est une grandeur optique qui se mesure à plusieurs longueurs d'onde, parce que en fait, l'atmosphère est composée de particules, mais il y a une distribution en taille, souvenez-vous, c'est ce qu'on veut connaître aussi, et il y en a quelques exemples sur la figure de gauche. Vous avez une distribution en taille, donc en fonction de la dimension, en supposant les particules sphériques ici avec un rayon en micromètres, donc des très fines aux très grosses. Et ce qu'on voit ici, c'est que si vous avez une atmosphère composée de très grosses particules, eh bien vous avez une variation de l'épaisseur optique très limitée, quasiment pas de variation avec la longueur d'onde. Sur ce graphique, vous avez l'épaisseur optique en fonction de la longueur d'onde. La longueur d'onde va ici de l'UV jusqu'au moyen infrarouge. C'est possible selon les instruments dont on dispose. Et à l'autre côté du spectre granulométrique, les plus fines ici sont associées à des variations d'épaisseur optique avec la longueur d'onde qui sont très importantes. Donc voilà, si vous avez un Callitou, c'est l'instrument dont on vous parle après, qui a une gamme spectrale de sensibilité qui est ici, bien vous êtes tout à fait à même de voir si vous êtes dans ce régime-là ou dans celui-là. Savoir si vous vous adressez plutôt à des grosses particules ou à des petites particules. Voilà, pour mesurer sans trop de difficultés, tirer quelques informations utiles sur les aérosols. Vous avez cet instrument Callitou qui est ici mis en scène dans différentes situations très contrastées elles aussi. Donc avec 3 longueurs d'onde de 465 à 620 nanomètres. Alors on pourrait rêver d'aller un petit peu plus loin jusqu'à 800 nanomètres, mais on n'a pas encore tout à fait réussi à faire ça. À chaque mesure physique, on associe une grandeur qui est l'incertitude. Donc ici, l'incertitude sur l'épaisseur optique est de l'ordre de 0,02. Et cette pente qu'on a ici dans ce type de diagramme, c'est ce qu'on appelle le coefficient d'Ångström, qui lui est faible pour les grosses particules et plus important pour les petites particules. J'ai réussi, je ne me suis pas trompé en le disant. Et l'intérêt pour vous d'essayer de faire des mesures assez régulièrement, alors c'est la météo qui décide et puis votre emploi du temps aussi ou celui de vos élèves, c'est que pour détecter un événement, c'est-à-dire quelque chose qui sort de l'ordinaire, il faut savoir ce que c'est que le fond. Et pour ça, il faut quand même faire des mesures régulièrement pour se donner une idée. Voilà, et puis pour le reste, je peux vous conseiller quelques livres qui sont plus ou moins spécialisés, mais dans tous les livres, il y a des parties qui sont abordables et d'autres. Il y en a pour tout le monde. Donc ça, c'est plutôt assez costaud. Le troisième aussi. Et il y en a un qui est pas du tout un livre avec des équations, mais que j'aime beaucoup, qui est l'année sans été, pardon, qui vous parle des implications d'une éruption volcanique qui a eu lieu il y a très très longtemps. Et voilà, je voulais terminer là-dessus. Je vais vous laisser la place à des questions, si vous avez des questions. Merci beaucoup, Philippe, pour cet apport scientifique extrêmement riche qui nous permet de mesurer, c'est clair, l'importance des aérosols, de ces composants de l'atmosphère et surtout de leur compréhension pour pouvoir comprendre leur rôle climatique et également leur impact sur la qualité de l'air et notre santé. Il y a 2 questions dans le chat. Une première question d'Adeline. Si la pollution de l'air diminue, alors cela entraînerait la baisse de la quantité des aérosols dans notre atmosphère, d'où une hausse des températures. Mais alors, comment faire? Ah oui, donc en effet, c'est tout à fait ça. C'est contre-intuitif, mais enfin, je sais pas si c'est contre-intuitif, mais c'est vrai que les efforts que nous faisons, enfin, qu'on fait des efforts, est-ce que ça marche totalement pour réduire la pollution de l'air, finalement, éclaircissent l'atmosphère et font que finalement l'effet de serre, lui, reprend le dessus. Donc ça c'est vrai. Et à la question qui est vraiment posée, moi j'ai pas de réponse. Hein. Je suis désolé, mais parfois il y a des questions,
on peut pas y répondre. En tout cas, moi, je peux pas répondre comment faire. Oui, c'est une question fondamentale. C'est la question qui est posée à nos dirigeants, en fait, hein, finalement. Comment faire? Évidemment, je ne peux pas répondre à cette question. Merci beaucoup. Une deuxième question. La géo-ingénierie semble être contestée par des chercheurs. Pourquoi? Oui, alors c'est un peu une des réponses qu'on aurait pu donner, mais que je n'ai pas voulu donner à la question comment faire. Et donc je ne voulais pas donner cette réponse puisque en effet elle est contestée. Pourquoi elle est contestée? Eh bien parce que il y a des effets secondaires qui ne sont pas maîtrisés. Il y a évidemment, il y a des études qui ont été faites et qui sont faites. Il y a même plus que des études au sens théorique, il y a des expérimentations qui sont faites. Pas à des grandes échelles, mais donc la crainte, évidemment, ce sont les effets secondaires, c'est-à-dire que on comprend le mécanisme d'injecter des particules, si on pense à l'atmosphère d'abord, des particules dans la haute atmosphère pour réduire le flux solaire et rafraîchir un petit peu les terriens. Mais dans la haute atmosphère, c'est pas un milieu inerte. Vous savez qu'il y a de l'ozone, vous savez qu'il y a des mécanismes importants pour le climat qui se déroulent aussi et surtout là-haut. Donc si on injecte dans ces couches des particules, on peut dans une certaine mesure prédire ce qui va se passer, mais comme toujours avec des barres d'erreur ou des incertitudes qui sont importantes. Et c'est là que le risque il est pas maîtrisé. C'est-à-dire qu'on peut pas tout prévoir, et je pense que c'est peut-être plus dangereux de le faire que de ne pas le faire. Et le deuxième exemple, c'est dans les océans, puisque voilà, la géo-ingénierie, elle peut s'appliquer aussi aux océans qui pourraient devenir trop acides, et donc on pourrait avoir en tête d'injecter aussi des trucs dans l'océan pour que on ait plus ou on ait moins ça. Donc là, c'est pareil, c'est les effets secondaires. C'est les scientifiques. Certains scientifiques sont capables d'étudier, sont capables de prédire, de modéliser. Mais les modèles, c'est quand même pas la vérité. Donc il y a toujours un risque. En tout cas, certains modèles sont assez précis, mais d'autres ne le sont pas. Donc c'est un risque en fait. Voilà pourquoi ils sont contestés. Et en plus, il est possible que ce soit les pays les plus riches qui ont les moyens de faire ça, qui décident peut-être de manière unilatérale de faire ça. C'est aussi pour ça que ça peut être contesté. Voilà. Si je peux ajouter un complément à ce que tu dis, Philippe, même si on y arrivait, même si on avait l'énergie d'envoyer des aérosols dans l'atmosphère ou plus haut, le CO2 continue d'augmenter, et quand les aérosols retombent, c'est encore pire. Donc il faudrait pouvoir envoyer des aérosols régulièrement, puisque leur durée de vie quand même est courte, quoi. D'accord. Oui, c'est beaucoup plus clair. Alors, Bertrand nous pose comme question, quelle est la nature des aérosols en milieu marin visibles sur l'animation dans les dépressions péri-antarctiques? Ça, c'est tout au début, hein, c'est ça? C'est la toute première animation. C'est donc c'est ce qu'on appelle l'aérosol marin. Ce sont des particules de sel qui sont c'est de l'eau en fait, c'est de l'écume, hein, c'est le vent dans ces régions où il y a beaucoup de vent. Beaucoup de vent qui sont mis en suspension. Une partie s'évapore un petit peu, et ce qui reste, donc, c'est un petit aérosol qui contient du sel qui se trouve là-bas. Donc d'ailleurs c'est une des régions qui pose le plus de problèmes pour les satellites, puisque pour les observations des aérosols par satellite, puisque justement il y a beaucoup de vent, et il y a des il y a cette écume qui est générée par ce vent qui perturbe l'analyse dans une certaine mesure des aérosols.
Donc voilà. Encore une question. Le volcanisme peut-il encore changer le cours de l'histoire? J'ai envie de dire, je pense qu'on peut répondre oui. Hein. Là, je pense que c'est évident. C'est évident. Enfin, changer le cours, je ne sais pas ce que ça veut dire changer le cours. Juste changer changer, oui. Au sens refroidir, oui. Évidemment, ça peut, mais pas pour une durée limitée. Pour une durée limitée. Oui. Moi, j'avais une dernière petite question, si c'était possible, mais je vois que dans le chat, on écrit encore. Y a-t-il un intérêt d'étudier les aérosols d'autres astres, notamment les aérosols sur Mars, puisqu'il y a des données? Est-ce qu'il y a un intérêt, en fait, de faire cela, ou est-ce que les données simplement sur Terre nous suffisent déjà pour voir? Bien sûr, bien sûr qu'il y a un intérêt sur Mars, sur toutes les autres planètes. En fait, les astronomes font ça depuis assez longtemps. Hein, et historiquement, d'ailleurs, mon laboratoire, avant de se préoccuper de ce qui se passait sur Terre, se préoccupait de ce qui se passait dans les atmosphères planétaires. Et d'autres laboratoires font encore ça. Et pour comprendre le fonctionnement, pour comprendre le climat de ces autres astres, ou plutôt planètes, on a besoin de le faire. Il y a déjà quelques missions spatiales, quelques instruments qui sont en orbite, parfois qui ont été déposés sur ces astres pour faire connaissance avec la surface, certes, mais aussi avec son atmosphère, puisque la situation de certaines planètes, et la connaissance qu'on peut en avoir, peut nous renseigner sur ce qui pourrait arriver sur la nôtre. Donc tout est lié en fait. D'accord. Merci beaucoup. Merci de nous avoir consacré ce temps précieux. Non, mais ça va, c'est toujours un plaisir. Merci à tous pour votre connexion. Donc, bien sûr, on partagera les supports, on partagera le webinaire avec vous et avec les collègues qui n'ont pas pu être avec nous. Merci à vous. Merci beaucoup. À bientôt pour le prochain webinaire. Ça, en vrai. Luc, tu peux rester connecté 2 secondes? Ouais, je peux rester connecté. Merci beaucoup, au revoir. Merci. Ouais, tu m'entends, Luc? Ouais, tu m'as filé un lien pour le monitoring qui ne marche pas. Oui, mais là, il doit fonctionner. Ah, ah bon. D'accord. Après, j'avais une autre question par rapport à l'exploitation. Justement, vu que maintenant, on a un bel appareil au lycée, quand tu as, je dirais, l'AOD totale et que tu peux le séparer sur les particules fines et les particules plus grossières, apparemment, ce que je vois, c'est que si tu as 0,15, tu peux avoir 0,10 pour une partie des particules et 0,05 pour l'autre. Est-ce qu'on peut convertir ça, mais je suppose que non, en pourcentage? De quel paramètre tu parles là? Non, mais quand on va sur le site Aeronet, on peut voir les différentes fractions. Oui, bah ça, Philippe, il va plus te répondre. Ah, ben, d'accord. Je comprends la question, mais quand tu dis en pourcentage, qu'est-ce que tu veux dire en fait? En pourcentage de quoi? Là, ce que je comprends, c'est que c'est exprimé en fonction tout simplement de la transparence optique de l'atmosphère, mais si, comme je dis, si c'est 0,15 le total, tu trouves, après, si je regarde le graphique, il y a marqué 0,10, mettons, pour les particules, les grosses particules, et 0,05 pour les particules fines. Le total fait 0,15. Mais je suis... Ouais.
Je peux pas dire que l'un représente 66% et l'autre 30% en particules. En termes d'optique, si, tout à fait. Mais Oui. mais en termes de concentration, si c'est ça ton idée, non, c'est Oui. pas si. Non, c'est Oui, je m'en doutais un peu, c'est pour ça. Mais en termes oui, d'accord. Donc, par contre, en pourcentage, on peut pas savoir ce que ça représente, les particules. Le pourcentage L'impact optique n'est pas le même. Le pourcentage que tu calcules, il est sur une grandeur optique, donc il faut pas lui en faire dire plus. D'accord, je m'en doutais, oui. Après, il faut se rapprocher de la distribution en taille. Si tu veux, ce rapport-là, c'est un peu c'est une étape en fait vers la distribution en taille. La réponse à la question que tu poses, c'est la distribution en taille. La distribution en taille, elle va permettre de calculer le rapport entre les deux modes. Et là, tu seras sur un nombre, sur une concentration en nombre ou en volume. En optique, non, le lien il est pas direct. Ça serait trop simple. Oui, je m'en doutais un peu. C'est pour ça que je posais la question. C'est question naïve entre guillemets, mais bon, je m'en doutais. Merci. Sinon, tes mesures commencent à arriver, même si il pleut tout le temps. Oui, là, ça fait 15 jours qu'on est sous la flotte, mais ça, bon, comme tout le monde. Mais apparemment, ça fonctionne. Je suis pas remonté sur le toit depuis parce que bon, il pleut tellement que je remonte pas, c'est trop dangereux. Et là, Aujourd'hui, là, il fait beau. Ouais. Ah, aujourd'hui oui, tu dois l'avoir, je pense, aujourd'hui. Ah oui, tout à fait. Oui, il y a des données le 8. Je te disais, il faudrait qu'on regarde un peu dans le temps comment ça évolue, si les données sont encore valables, parce que l'instrument, ça fait un petit moment qu'il est installé finalement. Oui, ça, c'est ce que tu m'as dit, oui. Sans retour, mais bon, je vois effectivement des données aujourd'hui. C'est plutôt correct. D'accord. Je vais devoir couper la réunion. Je suis désolée, mes collègues. Bien sûr. Merci en tout cas d'avoir prolongé, Fatima. Merci beaucoup. Ouais. Au revoir. Au revoir à tous. Merci à tous. Au revoir. Merci pour tout. Hein. Salut Joseph. Au revoir. Salut Joseph. Ciao. Prochaine. Non, je sais pas comment on quitte en fait. J'ai pas l'habitude de ce logiciel. Sur le côté, il y a 3 petits points tout en haut. Et là, tu peux quitter la réunion tout en haut, 3 petits points à droite. D'accord. Eh ben, salut. Au revoir. C'est super intéressant. J'ai adoré. Merci. Ouais, s'il y a d'autres retours, je peux toujours améliorer. Super. Merci beaucoup.